Bonjour et bienvenue à cette séance de formation. Je m'appelle Juro Christian et je serai votre formateur pendant les quelques minutes que nous passerons ensemble. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la blockchain. La particularité de ma formation, c'est qu'elle ne se base pas tout simplement sur un aspect financier, parce que jusque-là, la plupart de tout ce qui a été enseigné part de l'aspect trading de la blockchain. La blockchain, ce n'est pas que cet aspect financier, mais c'est également une forme de réorganisation ou de reboot de tout le système. Vers peut-être plus de transparence, vers peut-être beaucoup plus de décentralisation du pouvoir, vers peut-être aussi beaucoup plus de justice sociale. Donc je disais que je m'appelle Christian avec CH. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn en tapant Christian Juru, J-U-R-U, Lisa, Lisa. Je suis spécialisé dans toutes les questions qui sont en lien avec le droit et la blockchain. Je suis juriste et je suis également développeur. Ma spécialité, c'est de développer ce qu'on appelle aujourd'hui des smart contracts sur Ethereum en utilisant le langage Solidity. Alors, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que finalement la blockchain? On va partir d'un aspect informationnel. Entre 1454 et 1452, donc la dizaine d'années entre 1450 et 1459, un homme a découvert ce qu'on va appeler plus tard l'imprimerie. Il s'agit de Gutenberg. La particularité de sa découverte, c'est qu'il a permis, en un rien de temps, de démocratiser l'échange d'informations. Avant lui, pour tout ce qui était information, et bien sûr on voulait avoir une information sûre et certaine, il fallait aller chercher dans les monastères. Très, très important. Avant les monastères, eh bien, il fallait être un privilégié, un bourgeois, si je puis ainsi dire, et aller chercher des informations, principalement auprès des lettrés, auprès de l'État. On avait à l'époque ce qu'on appelait des scribes. Scribe qui provient du latin scribus, celui qui est apte à écrire, masculin. La découverte de Gutenberg a été que n'importe qui, sur la planète un peu plus tard, était capable d'avoir accès à un livre en particulier, la Bible. Cette découverte a choqué, ou du moins a changé, tout ce qu'on peut appeler la structure sociale de son temps. Et donc, entre 1954 et 1454 et 1950, durant ce temps-là, toute l'information
étaient convoyés en moyen des écrits. Et donc, ces écrits-là permettaient de s'échanger l'information, plus ou moins rapidement. Jusqu'à ce qu'on entende parler d'une fameuse machine qui transmettait des ordres pour la guerre de façon codée. Donc, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître un autre moyen de communication qui n'est plus du tout basé sur purement du papier, mais qui utilise ce qu'on pourrait appeler plus tard des lignes, par exemple des lignes télégraphiques ou téléphoniques, pour un échange d'informations plus rapide. Entre 1950 et 1990, on se rend compte qu'il y a beaucoup de changements qui se font et notamment beaucoup de découvertes. Et parmi les fameuses découvertes qui vont se faire, eh bien, le chips va apparaître. Le transistor, si je puis ainsi m'exprimer en français. La particularité du transistor, c'est qu'il permet de s'échanger l'information de façon électronique. Donc, transistor. Ce transistor va nous mener à la belle époque du boom technologique qu'il y a eu lieu dans les années 2000. On voit Windows qui se développe, on voit Apple qui se développe, et derrière, on voit des applications qui commencent à naître. Et parmi ces applications, il y en a beaucoup. On peut citer Facebook, on peut citer Twitter, on peut citer Google, énormément d'applications. Et là, on se dit, c'est les premières applications Internet. On ne sait pas ce qui vient après, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les plus grands. C'est les plus grands, certes, jusqu'au moment où on fait face à un gros problème. Et ce gros problème, c'est le contrôle de l'information. Alors, on va effacer cette partie-là. Le contrôle de l'information. De l'info. La particularité du contrôle de l'information, c'est que ça se fait sous forme de source. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand je veux chercher une information, par exemple journalistique, et que je veux lire une nouvelle, par exemple, je peux aller chez l'Observateur, OBS. C'est une source d'information. Le problème, c'est que OBS n'est pas la première source d'information. Si je vais aller trouver la première source d'information de OBS, je dois encore descendre plus bas pour trouver l'AFP. Le problème avec l'AFP, c'est qu'elle n'est pas la vraie source de l'information. On lui a transmis une information. Mais est-ce que c'est vérifié? On n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en face d'une source d'information qui est plus ou moins vérifiée et sur laquelle il faut croire tout simplement parce que ça a été toujours comme ça, bien parce que ça se fait toujours comme ça, c'est qu'on peut assister à ce qu'on va appeler
de la manipulation de masse. C'est super important ce mot manipulation. Parce que cette source-là d'information, elle est dans les mains de certaines personnes. Et ces personnes-là vont d'abord se servir avant de servir les autres. D'où le dicton, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc ces personnes qui détiennent la source d'information sont capables de moduler la vérité comme elles l'entendent. Et le problème, c'est que lorsqu'on se met à moduler la vérité comme on l'entend, eh bien, c'est que certaines choses, on les rend fausses lorsqu'elles sont ou pourraient être vraies, et certaines choses, on les rend vraies alors qu'elles pourraient être complètement fausses. Et donc, la fameuse liberté d'expression est tout le temps bafouée selon le côté sur lequel penchent tes intérêts ou mes intérêts. Dans ce genre de situation, eh bien, on arrive à l'année 2008. Donc, on part de 90 vers 2008. Le problème avec cette année 2008, donc entre 90 et 2008, on a les GAFAM qui apparaissent, ou si ils n'apparaissent pas, c'est que ils sont déjà apparus et ont commencé à prendre de grandes parts de marché. Eh bien, on s'est rendu tout de suite compte que on avait un problème de liberté d'expression. Eh bien, en 2008, il y a une cassure qui se passe, c'est que à nouveau, on se rend compte que, comme au temps de Gutenberg en 1954, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui disent que de façon complètement décentralisée, et retenez bien ce mot, je vais le mettre là, ce groupe de personnes ou ces personnes-là viennent de se transmettre une information sous forme de transaction. Qu'est-ce que cela signifie pour tout le monde? Le mot décentralisé et le mot transaction. Eh bien, cela signifie qu'une information a pu être envoyée d'un point A vers un point B sans qu'on ait pu avoir recours à ce qu'on va appeler un tiers de confiance. Parce que ce tiers de confiance, en réalité, c'est la base de la civilisation occidentale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce tiers de confiance, ça peut être n'importe qui. Parmi les tiers de confiance qu'on connaît, on va commencer par ceux que nous fréquentons chaque jour. Le supermarché, c'est le tiers de confiance. Parce que nous allons vers eux pour acheter des produits que nous n'avons pas vérifiés, mais que nous sous-entendons qu'ils ont vérifiés. Lorsque nous avons un problème, nous pouvons nous tourner soit vers la police, qui est un tiers de confiance, qui représente l'autorité étatique. Lorsque nous avons un besoin de contracter avec une autre partie et que nous devons mettre en place un moment ou bien un écrit qui prouve les relations contractuelles que nous avons prises, eh bien nous allons voir l'avocat ou un juriste. Lorsque vous allez dans une boutique pour acheter
une puce une puce SMS pour communiquer, eh bien vous allez signer un tas de documents qui permettent de dire oui, c'est vous, X, vous avez été identifié, etc., etc. Donc on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui vient de nous dire que il est capable de se passer de tous ces tiers de confiance dont on a parlé pour échanger l'information avec quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète. C'est tentant. C'est tentant parce que lui, l'AFP, il a un concurrent. Et le concurrent, ça peut être A, ça peut être B. Et ça devient super dangereux. Parce que notre monde est construit de façon stratique, sous forme de strates, si je ne me trompe pas. Et ça part toujours d'un centre. Ça part du centre vers la périphérie. Le problème avec cette organisation, c'est qu'on revient toujours au même schéma. C'est toujours une question de je fais confiance à, donc j'agis ou je n'agis pas. Et donc à l'époque, en 2008, c'est difficile de croire à une personne qui nous dit qu'elle est capable de transférer toutes sortes d'informations sans qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un au milieu qui nous fasse ce transfert. Ou bien qui sécurise ce transfert. Les choses vont bon train et autour des années 2009-2010, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à utiliser ce premier réseau. La particularité, c'est qu'en utilisant ce premier réseau, eh bien, on a toute une communauté qui commence à naître et on commence à se dire, il va falloir structurer tout ça pour faire vivre le réseau. Donc, on va se dire, eh bien, comme dans les vieux temps, lorsque je voulais envoyer un mail, je payais quelque chose à l'État, par la poste par exemple, une transaction, des frais de transaction, des frais de transfert, eh bien il va falloir mettre tout ça en place. Il va falloir codifier ce moyen de transfert de l'information. Eh bien, ce premier réseau qui naît, on lui donne le fameux nom de Bitcoin. Avec grand B. Donc, Bitcoin apparaît, on se frotte les mains, on est content. À l'époque, pour faire une transaction, ça coûte, je pense, quelques centimes. Nous sommes dans les années 2009-2011, même 2012, si on peut dire ça comme ça, où à peu près le Bitcoin s'échange autour de 50 $, plus ou moins. Mais au moins, on commence à comprendre le fonctionnement d'un réseau où on peut fonctionner, où on peut contracter, où on peut se transférer des informations sans avoir recours à un tiers de confiance. Remarquez que jusqu'alors, je n'ai pas parlé de banque. Jusqu'alors, je n'ai pas parlé d'argent. J'ai parlé tout simplement de transactions, de l'information. Et qu'il faut, et que ce que nous sommes en train de voir, c'est tout simplement une codification, une structuration de la façon dont on va transférer l'information. Si on paye à la poste pour envoyer une lettre, on devrait pouvoir payer également dans un réseau pour envoyer une lettre. Or, ce réseau, pour envoyer une information. Or, la particularité de ce réseau, c'est que ce réseau a déjà sa propre forme de paiement, qu'on appelle le Bitcoin. C'est tout. Bon, j'espère que vous me suivez et que jusque-là, tout va bien. Donc, 2008, on entend dire qu'il y a ce réseau qui permet d'échanger de l'information. C'est super. Ceux-là, ils continuent toujours de travailler, donc c'est ça, de l'AFP vers l'OBS, de l'OBS vers le peuple. Voilà. Le problème avec celui-là toujours, c'est que lorsque on découvre l'imprimerie, donc
I ici, on fait en sorte que tout le monde a accès à l'information. Le problème, lorsqu'on a accès à l'information de cette façon-là, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est détenu par toujours des personnes. Au début, tout le monde bénéficie de la technologie. Ensuite, un petit point, un certain nombre de personnes s'accaparent de l'information et elles deviennent la source d'information. Et donc, il faut pouvoir passer d'une étape à une autre. Pour le moment, on est à l'imprimerie. À l'imprimerie, donc, ce sont ces gens-là qui donnent les informations, par exemple, à l'AFP, et l'AFP donne l'information aux autres, au peuple. Ce qui devient intéressant, c'est qu'on est parti de l'imprimerie, et tout de suite, pendant que tout ça, ça fonctionne comme ça, on a un autre rond qui se fait ici, et ce rond-là fait à peu près la même chose que ce rond-là. Ça veut dire information pour information. Info, info. Donc, on a deux points qui permettent de fournir de l'information. En 2008, il y a toujours l'imprimerie et il y a Internet. Internet qui est ici, qu'on peut appeler Internet 2.0. Donc Web 2.0 qui est centralisé. Donc ces deux-là mis ensemble font à peu près la même chose. Donc il y a une force à l'intérieur ici et c'est cette force-là qui fournit des informations à ce point-là, à l'AFP. Et donc on nous dit qu'il y a un troisième point qui vient de naître. Et ce troisième point-là n'est pas lié à ces deux-là, parce que ces deux-là sont centralisés. Lui, c'est du web, et lui, c'est de l'imprimerie. Donc, ici, ils sont déjà centralisés, les GAFAM. Ici, c'est l'info comme d'habitude, la télé, TF1, etc., etc. Et ici, on a un réseau qui dit, ok, nous, on n'est pas centralisé, on est décentralisé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul point, il y a plusieurs petits points qui sont sources d'informations. Et tous ces petits points, eh bien, ils fournissent directement à ce gros point. Vous voyez, la particularité, c'est que aucun point n'est lié à un autre. Chaque point est indépendant des autres. Et ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule vérité, il y en a de multitudes. Et ici, personne n'est en mesure d'arrêter l'information. On peut juste constater qu'elle existe, on peut la vérifier, mais on ne peut pas l'arrêter. Et donc, à partir de là, avec le Bitcoin, on peut commencer à parler de la liberté d'expression, même de l'anarchie d'expression. Et donc, ici, 2008, tout bascule. Ça veut dire que désormais, ce gros point-là, qui est le peuple, peut choisir qui écouter. Ceux-là, qui sont une légion, ou ceux-là, qui sont l'élite. Donc, 2008, première décentralisation de l'information. Ça passe inaperçu. 2008 à 2014. Une chose très très importante se passe. On a la création de ce qu'on va appeler Ethereum. Ce mot est très important. Et ce mot-là, c'est en fait le nom d'un réseau qui est tout aussi décentralisé que ce premier réseau Bitcoin. Remarquez bien qu'ils sont tous en majuscule. E majuscule, B majuscule.
Pardon. Et donc, on se rend compte que en 2014, on a Ethereum qui apparaît. La particularité d'Ethereum, eh bien, c'est que déjà, c'est un réseau qui est beaucoup plus rapide que le tout premier en matière d'échange d'informations. Si celui-là, il faut 10 minutes pour envoyer une information, pour lui, il faut 15 secondes en moyenne. Ça peut aller parfois jusqu'à 30 secondes, parfois jusqu'à 1 minute, parfois bien plus. Ça dépend du nombre de personnes qui l'utilisent en même temps. Et donc, Ethereum, c'est un réseau qui permet d'envoyer de l'information comme le Bitcoin. De façon, comme je le dis toujours, décentralisée, donc avec beaucoup de petits points. À partir d'ici, donc de 2014, on commence à voir les choses un peu différemment. On commence à se dire, si je peux envoyer de l'information, ça veut dire que derrière, à part l'information, je peux bien envoyer autre chose. Par exemple de l'argent. Pourquoi pas? Ou par exemple, je peux échanger de l'immobilier, ma maison, mon appart. Je peux vendre ou acheter une voiture. Je peux voyager. Et donc, ce fameux petit réseau devient ce qu'on va appeler plus tard le réseau de la création de valeur. Et donc, sur Ethereum, on se rend compte que il y a plusieurs personnes qui arrivent et qui commencent à développer plein de petits trucs vraiment bizarres. Quelqu'un qui se met à dire, ok, moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire en sorte que de n'importe où, les gens puissent mettre de l'argent ensemble pour construire quelque chose. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut soit pouvoir utiliser les services d'un tiers de confiance, ou alors utiliser les services d'un réseau qui est décentralisé, mais dans lequel tout le monde croit. La croyance, la foi. Et donc c'est à partir de là qu'en fait on commence à remettre un certain nombre de choses en question. Et la première des choses qu'on remet en question, c'est la banque. Parce que c'est la banque qui est dépositaire de la valeur. C'est à la banque qu'on va chercher de l'argent. Or, l'argent représente pour les humains, donc nous, Homo sapiens, si on peut ainsi s'appeler, une valeur. Et plus une civilisation avance dans son développement, notamment technologique, et plus la façon dont elle transfère ou bien s'échange de la valeur change. Et donc, à partir de là, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que je peux transférer de la valeur autrement et sans passer par un tiers de confiance qui me coûte de plus en plus cher et dans lequel je n'ai plus confiance. Donc, 2014, avec Vitalik Buterin, nous voyons la naissance du premier réseau qui permet de créer, représenter et échanger de la valeur. Ça peut être un échange de valeur sous forme fongible. Quand je dis fongible, ça veut dire que c'est divisible en plusieurs petits morceaux. Exemple, je peux envoyer 2 dollars et je peux représenter ces 2 dollars-là sur le réseau Ethereum.
je peux couper ces 2 dollars là en 50 cents, 50 cents, 50 cents, 50 cents. Ça, c'est du fongible. On va l'écrire ici. Pardon. Fongible. Si je peux faire, ou du moins je peux échanger un bien fongible, un bien divisible par autant de fois que nous le voulons, c'est que je peux également échanger un bien non divisible, donc infongible, non fongible. Non fongible. Et donc, de ces deux mots-là, apparaît nos fameux ERC20 et ERC721 qu'on va appeler dans l'avenir, eh bien, ici, crypto-monnaie, et ici, NFT. Et donc, si on suit la logique, c'est que de 2014 à 2022, les choses ont énormément évolué pour la race humaine. Et effectivement, aujourd'hui, les choses ont énormément évolué. Aujourd'hui, on peut se permettre de croire en ce que le Web 2 dit et l'imprimerie dit, tout comme on peut choisir de croire uniquement en ce que dit le Web décentralisé qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 3. Et donc, à partir d'ici, des questions vont devoir être posées. Quel est l'avenir de l'État? C'est l'État qui était censé être l'élément central, qui représente la confiance. Or, cet État a déçu beaucoup de personnes. Et donc, ces personnes ont décidé de se tourner vers plutôt une technologie qui ne tient pas compte des origines, de la couleur de peau, du lieu de naissance d'une personne, en lui disant « Viens et fais ce que tu veux sur mon réseau ». Quelles sont les conséquences juridiques? Quelles sont les conséquences constitutionnelles à ça? Eh bien, ce sera à vous d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première séance. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Et moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle DeepFab, DIPFAB. Et merci beaucoup pour votre attention.